Le numéro 1 de plan international poursuit sa mission de travail en Guinée. Michael Chapman apporte son expertise dans la lutte contre le virus Ebola en Guinée. Et puis la promotion du Moringa est sur la bonne voie. Prema et l'ONIFAM viennent de mettre au point un tunnel de séchoir solaire dans les îles Cristau. Enfin, la poste guinéenne se modernise. La preuve, cette première boutique multiservice qui vient d'ouvrir ses portes ici même à Conakry. Voilà pour les titres encore une fois. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'entame de cette édition. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a rencontré ce matin une délégation des Nations Unies conduite par le représentant du secrétaire général de cette institution. Les entretiens ont porté essentiellement sur les mesures de lutte contre le virus Ebola, mais surtout ces rumeurs qui circulent ces derniers temps en Guinée. Sana Sikita nous signe ce reportage. C'est une audience qui s'inscrit dans le cadre de la rencontre périodique entre le chef de l'État et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la lutte contre Ebola. Ismaël Ould Cheikh Ahmed et son équipe ont évoqué avec le président de la République l'évolution positive de la maîtrise de la maladie à virus Ebola en Guinée. Toutefois, les deux personnalités ont regretté la montée en flèche des rumeurs qui sur l'atteinte des objectifs de la stratégie Zéro Ebola en 60 jours. À sa sortie d'audience, le diplomate onusien a félicité le chef de l'État et le peuple de Guinée pour les résultats obtenus. Nous avons parlé de la situation récente de l'épidémie. En particulier, nous avons parlé de Forécaria, que nous avons visité hier et qui, comme vous le savez, nous avons vu un certain nombre d'augmentations des chiffres. Basé sur notre expérience et surtout sur les scientifiques qui sont dans notre équipe, en réalité, en même temps que nous avons vu une augmentation des chiffres, nous avons dit qu'il y avait quand même des raisons d'être satisfaits dans le sens que nous avons aujourd'hui une meilleure connaissance de l'épidémie parce que des poches de résistance qui étaient là il y a quelques semaines sont aujourd'hui plus accessibles et donc permettent d'avoir une meilleure réalité des chiffres. Donc je dirais d'ailleurs à la population guinéenne, il faut savoir que même avec ces poches qu'on a découvertes, on aura probablement peut-être une nouvelle augmentation des chiffres. Ça, c'est ce que les scientifiques nous disent, mais cette augmentation est en fait la révélation que finalement, on est prêt d'arriver. Toutefois, Ismaël Ould Cheikh Ahmed a indiqué qu'après le sud de la Guinée, l'espoir est permis quant à l'éradication complète du virus dans le pays. Pour cela, a-t-il précisé, il y a des préalables qui sont entre autres les rumeurs et les foyers de réticence. Malheureusement, ce que nous déplorons, nous, les Nations Unies, la communauté internationale, ce sont les rumeurs. Les rumeurs sont dangereuses. Les rumeurs sont un crime. Je n'hésiterai pas à le dire, parce que ces rumeurs qui vont dans les écoles, ces rumeurs qui vont dans les différents centres de santé, ces rumeurs qui disent qu'on est là pour propager la maladie sont fausses, n'ont rien à voir avec la réalité. La réalité, c'est que la maladie existe, elle est là. On peut aujourd'hui confronter cette maladie seulement si l'on fait tous les enterrements de façon sécurisée. Il y a des textes islamiques qui nous couvrent de ce point de vue, et que si seulement nous puissions pénétrer dans toutes les communautés et pouvoir voir tous les cas. Les rumeurs sont dangereuses, les rumeurs sont un crime, je ne le répéterai jamais. Mais en tout cas, j'ai été très honoré de la vision du président qui veut que cette maladie puisse se terminer. Dans sa réponse, le président de la République, après avoir remercié le système des Nations Unies pour leur appui constant dans la lutte contre le virus Ebola, a insisté sur la sensibilisation et l'implication de chacun et de tous, surtout les chefs religieux. Et c'est maintenant que nous devons renforcer la vigilance et toutes les mesures. Parce que c'est au moment où on dit que sa maladie est en train de finir, que la situation devient dangereuse. Parce que c'est en ce moment que les gens commencent à baisser les bras. Or, c'est en ce moment qu'on doit renforcer. Et l'année dernière, nous n'avons pas pu aller à la Mecque. Si nous voulons aller à la Mecque cette année, il faut que les imams acceptent de collaborer, de ne pas accepter de faire des enterrements non sécurisés. Ça ne veut pas dire que tout le monde, les gens qui sont morts d'Ebola, mais si les enterrements sécurisés, au moins s'il y a quelqu'un qui est mort d'Ebola, on sait tout de suite qu'il est mort d'Ebola et on sait tout de suite qui a été en contact avec lui. C'est pourquoi nous insistons beaucoup, le renforcement de la vigilance, le renforcement des communautés de veille et aussi la participation de tout le monde. Vous avez vu qu'on a commencé à essayer un médicament que les Français avaient essayé à Guégrou qui donnait de bons résultats. Parce que plus tôt le malade est pris en charge, plus il a des chances de guérir, qui va jusqu'à 75-80%. Donc nous sommes très proches, mais c'est là où ça devient dangereux. Parce qu'il faut absolument que non seulement on ait l'Ebola à cas zéro, mais qu'on ait cas zéro pendant 42 jours. C'est en ce moment que l'OMS va dire que l'épidémie est finie. Donc il faut que non seulement que l'Ebola finisse, mais que les 42 jours finissent bien avant la période de la Mecque.
Sinon, nous risquons d'avoir la même situation que l'année dernière. S'il est évident que les efforts du gouvernement et des partenaires bi- et multilatéraux commencent à porter fruit, les responsabilités individuelles et collectives sont des passages obligés pour venir à bout de la maladie à virus Ebola qui est et demeure l'ennemi numéro 1 des Guinéens. Ibrahima Keïta, en plus bref, le chef de l'État a reçu ce vendredi les imams de Conakry et des préfectures alentours ainsi que les responsables de certaines associations islamiques. Au menu de la rencontre, le renforcement de la lutte contre le virus Ebola. Et en fin de soirée, professeur Alpha Condé a reçu les délégations de Mamon et de Timbo venus le remercier pour les actes de développement posés dans ces localités et surtout le remercier pour l'assistance et le soutien suite au décès de El Hadji Thierno Amadou Bari. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. En ce jour de travail dans notre pays, le numéro 1 de plan international s'est rendu dans la préfecture de Koya. Miguel Chapman a rencontré les différents acteurs de la lutte contre le virus Ebola et son institution entend apporter son expertise dans cette lutte. Mamadou Alpha Baldé nous signe ce reportage. Le numéro 1 de plan international à Koya, une préfecture touchée par Ebola. Nigel Chapman est venu constater les efforts déployés par son ONG dans la riposte à Ebola. D'abord, une visite à l'école primaire de Samaya Plateau où il échange avec des élèves sur la nature de la maladie, ses modes de transmission et de prévention. Après Samaya Plateau, nous sommes à Kouria, une sous-préfecture qui jusque-là est à l'abri du virus. Ici, avec les acteurs de la riposte, dont les comités de veille villageois, les débats sont axés sur le dispositif mis en place pour prévenir tout nouveau cas. Le plan a choisi de venir rencontrer les communautés, les comités de veille ici à Koya et particulièrement les jeunes pour bien s'enquérir de ce qui est en train d'être fait sur le terrain et de pouvoir continuer notre travail. On nous a posé également une question sur qu'est-ce qu'on va faire après Ebola. Le plan était là avant Ebola, le plan est resté pendant Ebola et après Ebola, nous continuerons à travailler. Nous avons tenu à leur dire merci pour tout ce que le plan est en train de faire. Plan est l'une des organisations les plus impliquées dans la lutte contre le virus Ebola en Guinée. La formation de 474 travailleurs de santé et la distribution de plus de 462 000 kits d'hygiène à travers tout le pays sont entre autres activités réalisées par Plan. Notre contribution en Guinée se fait dans 4 domaines essentiellement. Dans le domaine de l'engagement communautaire, pour effectivement travailler avec les jeunes, pour faire de porte à porte. Nous travaillons avec les comités de veille villageois. Nous travaillons dans le domaine de l'éducation. Nous travaillons dans le domaine de l'hygiène, extrêmement important. Dans la préfecture de Koya, Ebola a fait 78 victimes sur 157 cas confirmés. Aujourd'hui, au CTE de la localité, sur les 13 malades sous traitement, un seul appartient à Koya. Conakry renoue avec le calme et la sérénité après ces 3 jours de panique dans les établissements scolaires. Élèves et encadreurs ont repris le chemin de l'école. Pendant ce temps, les professionnels de la communication tentent d'expliquer ce phénomène qui semble porter un coup dur à la campagne anti-Ebola en Guinée. Saliouba Moussa Bangoura. Depuis quelques jours, un seul fait domine l'actualité à Conakry. J'étais là juste à Kipé et j'ai eu quelqu'un qui est venu de la ville qui me disait que oui, les parents ont été informés de la pulvérisation dans des écoles et effectivement les parents se sont mobilisés pour aller récupérer les enfants à l'école pour ne pas être victimes de ce que les gens racontent dans la ville. Soit disant que les gens qui viennent pour pulvériser les écoles, ils viennent pour donner la maladie aux enfants. Vous avez appris avec qui? J'ai appris avec un ami qui est revenu de la ville aussi. Donc à vrai dire, moi je n'ai pas été sur les lieux, constater les faits, mais j'aurais appris aussi moi. On m'a dit qu'on venait vacciner des élèves à l'école, c'est ça que j'ai appris. Et qui vous a informé? Vous avez appris avec qui? Non, j'ai vu les mères d'enfants courir, les parents d'élèves courir à l'école pour prendre leurs enfants à l'école. Moi aussi c'est là-bas que je suis. J'ai appelé ma soeur venir prendre l'enfant là. Ça s'appelle la rumeur, un petit mot aux effets imprévisibles. La rumeur s'installe là où il y a une crise de confiance.
lorsqu'il y a crise de confiance, lorsqu'il y a supputation, que ce soit en entreprise, que ce soit au sein d'une société, naturellement la rumeur s'installe. Elle s'installe également lorsqu'il y a la malcommunication. Parce que quand il y a des problèmes sur lesquels on ne communique pas très bien, de façon efficace, pour faire comprendre à ceux-là qui sont exposés aux faits, naturellement la rumeur s'installe. Et c'est ce qui arrive peut-être chez nous. Moi je me posais la question, pourquoi les gens ont peur de la Croix-Rouge? Il y a 2 jours, ce phénomène a provoqué l'arrêt des cours dans plusieurs établissements scolaires de la capitale. En cause, la supposée campagne de pulvérisation des écoles contre le virus Ebola. On se regarde avec des hésitations. Il y en a qui comprennent, d'autres ne le comprennent pas. Mais le plus souvent, on se met dans des positions pour fustiger ceux qui ne comprennent pas. Pour dire oui à la résistance. Il y a des postes, les gens ne veulent pas comprendre. Parfois, on utilise les mesures coercitives. À mon sens, il faut peut-être changer le fusil d'épaule. Essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas. Aujourd'hui, les écoles renouent avec la sérénité. Encadreurs et parents d'élèves tentent de rétablir la confiance. Mais le coup est déjà parti et les auteurs restent toujours invisibles. Pour preuve, on part dans les salles de classe à l'instar des autres institutions d'enseignement supérieur du pays. Les cours ont effectivement démarré au centre universitaire de Kindia. Sur place, les autorités ont mis en place un dispositif contre le virus Ebola. Notre équipe de reporters en séjour dans le Kania a fait le constat. On fait le point avec Isidore Gononanamou de Tunkarata. Sommes au centre universitaire de Kindia. Il est presque 8 heures. C'est la course contre la montre pour être en classe à l'heure. Les contraintes des mesures sanitaires contre le virus Ebola exigent des étudiants le respect strict et obligatoire du dispositif mis en place par la direction générale. Lavage des mains une fois dans la cour, un second lavage des mains devant les salles et la prise de température avant d'entrer dans les salles. Comme dans cet amphithéâtre de plus de 300 étudiants, les cours dans toutes les salles démarrent par un rappel des mesures d'urgence sanitaire contre le virus Ebola. À chaque cours, le professeur doit faire 5 à 10 minutes sur la sensibilisation des étudiants par rapport, n'est-ce pas, à Ebola. Ça se passe très bien parce que effectivement, chaque étudiant à la rentrée, il faut d'abord laver les mains et puis il faut prendre la température. Les étudiants sur qui le retard causé par Ebola pèse énormément saluent la reprise des cours et s'engagent à respecter les mesures. Tout se passe pour le mieux, je peux dire comme ça. Bon, les professeurs sont au complet et puis on comprend bien les cours. En plus de cela aussi, les mesures sanitaires sont ici. Tout est à notre disposition. Pour la direction générale, garantir la reprise des cours, c'est rassurer les étudiants qu'Ebola ne doit pas passer par là. Dans le cadre des préparatifs de la rentrée, nous avons eu à acheter nous-mêmes d'abord des kits et ensuite nous avons élaboré des dépliants que nous avons distribués à chaque enseignant. Et ces dépliants-là comportent les règles d'hygiène à respecter. Et pour pouvoir harmoniser la communication avec les étudiants, alors nous avons fait justement ce dépliant-là pour que chaque enseignant, 5 minutes pendant son cours, consacre à la sensibilisation des étudiants. Et je crois que ça marche bien, c'est respecté. Au centre universitaire de Kindia, du bloc New York au bloc Kosovo, la reprise des cours est effective. Ici, la préoccupation du corps professoral et des étudiants est de travailler avec plus de sérieux pour rattraper le retard dû à Ebola. Justement, suite aux rumeurs faisant état de pulvérisation par la Croix-Rouge dans les écoles de Conakry, le président de cette ONG monte au créneau pour dénoncer ces fausses alertes qui ternissent l'image de son organisation. Le président de la Croix-Rouge guinéenne est au micro de notre reporter Younoussa Taweli Kamara. Les rumeurs faisant état de la pulvérisation de certaines écoles par la Croix-Rouge pour propager le virus sont totalement fausses. La Croix-Rouge guinéenne ne mène aucune action de pulvérisation dans les écoles. Depuis le début de l'épidémie, la Croix-Rouge guinéenne a formé et mobilisé plus de 2400 volontaires qui s'emploient à travers tout le pays à combattre Ebola, en sensibilisant les communautés, en aidant à suivre les personnes qui ont été en contact avec les malades, en désinfectant les maisons,
des personnes décédées d'Ebola et en enterrant dans la sécurité et la dignité les personnes décédées avec l'accord parfait des familles concernées. Et puis l'affaire des bébés siamois, on en parle dans l'émission. Vous le savez déjà, la première dame s'est engagée pour évacuer ses nouveau-nés sur la France et la date est fixée pour le mois d'avril. En attendant, les bébés siamois sont toujours traités au centre hospitalo-universitaire de Donka. Explication, Ali Badra Kondé. Depuis le 12 janvier, Fatoumata Sadio est mère de ses bébés siamois. Une intervention chirurgicale attend les tout-petits. Leur vie en dépend. D'où l'implication de la première dame de la République auprès d'une mère préoccupée. Je la remercie infiniment d'avoir pris mes enfants en charge. Je la remercie. Je remercie aussi l'équipe de Donka. S'agissant la directrice et les médecins, je les remercie tous. Les jumeaux Barry aujourd'hui vont bien. Ils sont comme tout bébé. Actuellement, ils ont un peu plus d'un mois. Ils ont eu un mois le 12. Ils sont comme tout bébé. Ils ont leur poids à cru. Ça va, ils sont bien. Hein? Maintenant, pour les soigner, en fait, les soigner, c'est de les séparer. Eux, ils sont contents d'être ensemble. Hein? Mais nous, on doit les séparer. Donc, les soigner, c'est de les séparer. Et cela demande une grande chirurgie. Donc, malheureusement, nous n'avons pas encore les conditions en Guinée. Mais Inch'Allah, on espère les avoir assez rapidement. Le service de santé de l'armée m'a mis en relation avec l'assistance publique des hôpitaux de Paris et notamment l'hôpital Necker, ce dont j'ai informé Madame la Première Dame et puis l'ensemble des services à Conakry qui travaillent d'arrache-pied pour trouver une solution pour sauver ces enfants. Depuis 30 ans, la Guinée n'avait pas enregistré la naissance de bébés siamois vivants. Ce dernier cas attire l'attention des autorités du pays. En ma qualité de ministre de la Santé, je dois d'abord féliciter les médecins qui sont occupés de ces enfants depuis leur naissance jusqu'à maintenant, leur encourager, leur motiver et dire à la Première Dame que le ministre de la Santé sera à ses côtés pour soutenir cette action et pour l'accompagner jusqu'à l'aboutissement de cet objectif, celui de sauver la vie de ces enfants. Et nous demandons surtout aux parents de se patienter parce que l'engagement est déjà pris, ça va être fait, mais il y a des préalables à faire parce qu'il fallait savoir exactement de quel mal ces enfants souffrent et quels sont les hôpitaux qui sont aptes pour prendre les enfants en charge. À travers ce acte, la première dame de la République, Hadja Diéné Kondé, entend porter le message de solidarité envers les couches déshéritées. Les médecins traitants pédiatriques de l'hôpital donc nous ont dit que la possibilité se situait en Afrique du Sud et en France. Donc j'en ai parlé au colonel De Gouges qui a contacté les services de l'hôpital Necker. Le coût est excessif, mais ce n'est pas impossible. Les enfants pourront être opérés, séparés correctement si Dieu le veut. Seulement il y a un temps nécessaire avant de le faire. Dans 3 mois, ces bébés siamois seront évacués sur Paris. Une période d'attente nécessaire pour une intervention dont le succès est très attendu. Dans l'actualité encore, cette feuille d'audience du chef de gouvernement, Mohamed Saïd Fofana, a rencontré les chercheurs guinéens. Ils étaient venus exprimer leur volonté d'organiser à Conakry un colloque international sur Ebola. Compte rendu d'audience, Hadi Kamara, Kabasouma, Ousmane Souma. Dans la lutte contre Ebola, les chercheurs guinéens s'impliquent davantage. Du 27 au 29 avril prochain, ils vont organiser à Conakry un colloque international sur Ebola, en vue de cerner tous les paramètres liés au mode de transmission, de prévention et de traitement de la fièvre hémorragique à virus Ebola. L'objectif de ce colloque international, comme je le dis, c'est de voir où est-ce que nous en sommes dans le domaine de la compréhension de cette pathologie et dans le domaine également des traitements. Il n'y a pas que Ebola, il y a les fièvres hémorragiques de façon globale, mais au-delà de ces maladies virales, il y a des pathologies négligées, il y a des pathologies orphelines qu'on ne rencontre généralement que dans nos pays africains. C'est une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le virus Ebola en Guinée, d'où la nécessité pour le gouvernement de soutenir cette activité. La recherche sur cette maladie qui nous préoccupe aujourd'hui. Je crois qu'en faisant cela, vous n'avez fait que jouer votre rôle. Et nous vous en remercions sincèrement au nom du chef de l'État et de l'ensemble du gouvernement. Alors, comme vous le dites, Ebola est là,
même si elle régresse, la maladie est encore active à un certain niveau. Ce qui nous amène donc à la prudence nécessaire, ne pas baisser les bras et sur tous les fronts, non seulement sur le front des dispositions prises pour prendre en charge les malades et les personnes en contact, mais aussi en matière d'amélioration de nos capacités en termes d'infrastructures, mais surtout et surtout faire en sorte qu'on puisse prévenir cette maladie, qu'on puisse la cerner sur tous ces plans. C'est un colloque qui va réunir les scientifiques du monde entier pour renforcer les stratégies et les formules capables de circonscrire l'épidémie. De son côté, l'organisation PREM, entend des partenariats recherche, environnement, médias et UNIFAM, s'attelle à valoriser le moringa dans les îles Tristão. Ces deux organisations viennent de mettre au point le tunnel de chissoir solaire. C'est une étape dans le processus de valorisation de la plante à vie, comme l'appellent les spécialistes. On fait la traversée sur les îles Tristão avec Thiernos Mandialo. Après 4 heures de traversée en mer, l'on atteint les îles Tristão dans la sous-préfecture de Kanforandé à Boké. Avec sa végétation et son climat favorable aux activités agricoles, cette zone est sur le point de devenir le centre de production du moringa en Guinée. Au cœur du combat pour la valorisation de cette plante tout aussi nutritive que médicale, ces femmes qui vont s'appuyer sur un nouvel outil de travail. Le tunnel de séchoir solaire est la dernière réalisation de l'organisation qui les accompagne. Le PREM, Partenariat Recherche Environnement Média. Ce tunnel, on peut y sécher du riz, d'autres feuilles et les produits halieutiques. C'est vraiment formidable et on espère tirer le maximum de profit. Le PREM est soutenu par ONU Femmes dans la mise en œuvre de ce projet. Kapken, Kasmak, Kadigna et Katfoura sont les sites où se développent les premières plantations de moringa dans les îles Tristão. Sur chaque site est implanté un tunnel de séchoir solaire pour produire un moringa plus écologique. En fait, il ne faut jamais sécher les produits naturels au soleil puisque les rayons UV détruisent la vitamine A et détruisent toutes les... Donc il faut mettre ça sous des films spéciaux qui vont retenir les rayons UV. Là, quand on sèche ou on déshydrate, on va enlever les 90%. Dans la feuille de moringa, il y a 90% d'eau, donc ça va diminuer le volume de 90%. On va faire de la poudre. La poudre est beaucoup plus concentrée en vitamines et avec une petite cuillère à café tous les matins qu'on donnerait à un enfant, il a 75% de ses nutriments quotidiens. 2 ans après le début du projet de valorisation du moringa dans les îles Tristão, les premières conclusions se dégagent. Il y a un engouement autour des plantations de moringa. Les femmes s'évertuent afin que ces plantations réussissent. Donc je peux dire que le travail que le PREM est en train de faire dans le Tristão pour aider ces femmes, c'est un travail colossal et c'est un travail à saluer. La culture du moringa a permis la formation des groupements féminins et renforcé l'unité entre les femmes désormais tournées vers un objectif commun, faire d'une plante longtemps dévalorisée le vecteur de croissance d'une île dominée par les activités maritimes. Et puis, dans le cadre de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance nationale dans la région administrative de Kankan, la première phase des travaux concerne la réalisation de 40 ouvrages dans les préfectures de Kankan, Sigiri, Kouroussa, Mandiana et Kérouané. Les dossiers de consultation peuvent être obtenus auprès de la division des affaires financières du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation le lundi 16 février 2015 à partir de 15 h moyennant le paiement au guichet de la Banque centrale de la République de Guinée d'un montant de 2 millions de francs guinéens. La présente consultation s'adresse aux entreprises préqualifiées par l'administration. Les offres sont déposées le lundi 2 mars 2015
à 10 h auprès de la division des affaires financières du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. L'ouverture des plis aura lieu le même jour à 12 h dans la salle de conférence du ministère en présence des représentants des soumissionnaires. Pour toute autre information, veuillez vous adresser à la Direction nationale de l'administration du territoire située au 4e étage du département. Inauguration de la première boutique multiservice de la Poste guinéenne. Cette infrastructure vient de donner un souffle nouveau à ce service longtemps moribond. Et des efforts sont en cours pour moderniser, la Poste guinéenne. Sekou Fernand Kourouma et l'âge Sekou Sibi. Ce beau monde témoigne du nouveau réveil de la Poste guinéenne. Il y a près de 20 ans que la Poste connaît un moment sombre. Il fallait attendre l'avènement de la Troisième République pour redonner vie à ce service. Cela se matérialise par la réhabilitation des infrastructures et la modernisation des services postaux à travers le pays. Au titre d'autres actions, on note la création de la boutique multiservice, l'installation des logiciels de gestion des services avec à la clé la compétitivité. C'est les produits surtout qui sont développés à l'intérieur de cette maison. Les produits, c'est de nouveaux produits grâce à la nouvelle technologie de l'information. On vous a parlé de la banque postale, le transfert et autres produits que nous allons désormais développer parce que les infrastructures sont en train d'être toilettées. Pour maintenir le cap de la compétitivité, la Poste guinéenne veut être proche de sa clientèle tout en lui fournissant un service de qualité. Les partenaires étrangers continuent à croire à la Poste. La semaine dernière, on a reçu la visite de nos partenaires portugais qui sont venus nous annoncer qu'ils ont mobilisé 60 engins lourds pour le transpostal dans le cadre de son développement. Ce soir même, ils doivent revenir pour la signature des protocoles d'accord avec la direction générale afin que d'ici fin mars, les engins soient sur Conakry. Nous serons en ce moment-là la meilleure plateforme logistique du pays pour être au service et de l'État et des entreprises et des particuliers dans le cadre de l'acheminement des courriers à Conakry, tout comme à l'intérieur du pays. Pendant la période coloniale, le service postal a fait de beaux jours. Certains se souviennent encore de sa grandeur. Pendant la période coloniale, on était heureux de voir le facteur passer dans son uniforme pour déposer soit une lettre, soit un avis pour un colis et même pour un mandat. Très malheureusement, dans notre pays, cette pratique a à petit disparu pour laisser la poste à l'abandon dans des bâtiments qui sont tombés progressivement dans un état de délabrement sans précédent. Pour marquer sa reconnaissance aux efforts du chef de l'État, professeur Alpha Condé, la Poste guinéenne a imprimé un timbre commémoratif à son effigie. Les regards sont désormais tournés vers la Sotelgui dont la reprise était annoncée pour ce mois de février. Et puis le monde célèbre la radio le 13 février de chaque année, désormais retenu pour cette célébration. Thème retenu cette année, jeunesse et médias, une occasion pour rendre un hommage à la radio de par le monde. Abdoulaye Ninguelande Diallo nous signe ce reportage. La radio, principal médium de proximité. Elle informe et sensibilise les auditeurs en temps réel. Depuis 4 ans, le monde célèbre la journée de la radio. Une occasion pour les journalistes de se remettre en question. Les jeunes que nous recevons souvent dans les salles de rédaction n'ont pas une formation solide. Ce qui veut dire qu'ils ne sauront pas vraiment traiter les préoccupations majeures de la nation. Nous sommes obligés de nous transformer en éducateurs, en formateurs. Nous sommes obligés de les modeler. Alors que souvent, ces jeunes-là viennent des écoles de journalisme. C'est l'occasion, donc, à l'occasion de cette journée internationale de la radio, d'attirer l'attention des écoles chargées de former des jeunes futurs journalistes. Car, vous le savez, un mot mal placé par un journaliste peut brûler toute une nation. À la Maison de la Presse, ce film de l'écrivain cinéaste Sembène Ousmane est projeté pour démontrer la portée de la radio. Il porte sur l'excision dans un village du Sénégal. On a pu voir combien la radio a pu instaurer un changement de comportement, notamment dans la lutte contre l'excision. L'excision, pour en parler justement, c'était le 6 février. Donc la Maison de la Presse a choisi de cumuler le 6 février au 10 février pour non seulement dénoncer l'excision, mais aussi rappeler le rôle majeur que joue la radio. Malgré ce rôle important que ce médium joue dans la société, les journalistes rencontrent souvent des difficultés.
Il s'agit notamment du problème d'accès à certaines sources d'information, d'où les limites de la liberté de la presse. Zoom ce soir sur un bâtiment vieillissant, il abrite la direction régionale des douanes de Kindia. C'est dans cette ville que se tient actuellement la retraite des soldats de l'économie. Une première mesure vient de tomber au deuxième jour des travaux. Il s'agit de la construction de nouveaux bureaux pour l'administration régionale de la douane de Kindia. Alia Kamara, Mohamed Silla, David Silla, envoyés spéciaux. Exercice budgétaire 2014, la direction régionale des douanes de Kindia avait une prévision de 7 milliards de francs guinéens. Elle en a mobilisé 21 milliards, soit le triple. Une efficacité sans précédent, malgré le contexte difficile dans lequel évoluent les 182 agents qui forment son personnel. C'est ce bâtiment, construit aux premières heures de l'indépendance nationale sur une superficie d'1 hectare, qui abrite les bureaux. Un prêt inconditionnel puisque le local et le domaine sont la propriété du service des eaux et forêts. Ce bâtiment manque de salles de réunion, ce bâtiment manque de magasins destinés à recevoir les marchandises appelées les marchandises en dépôt en douane. Ce domaine, n'est-ce pas, est si exigu qu'il n'offre pas d'espace nécessaire qu'on appelle, n'est-ce pas, aire de vérification des marchandises. Autant de problèmes posés au cours de la rencontre annuelle des douanes guinéennes. Parmi les résolutions prises pour l'instant, figure la construction d'une nouvelle infrastructure pour abriter la direction régionale des douanes de Kindia. Et même au-delà de cette réunion, la volonté politique existait déjà. Parmi les directions qui devaient être construites en 2015, conformément aux dispositions de la loi de finances initiale 2015, nous avons estimé que la direction régionale de Kindia pouvait bénéficier déjà. Je voudrais ici vous dire que le gouvernement a déjà accepté sur le budget de l'année 2015. Et puisque nous avons déjà tenu la réunion annuelle des douanes à Kindia, nous voulons laisser une trace après cette réunion. La douane de Kindia a sous sa direction le poste de Koya ainsi que les bureaux de Madinaoula et Pamelapa. Vient ensuite un problème de repositionnement. La direction régionale est en plein centre-ville alors que le trafic routier est actuellement plus abondant par la contournante. Et puis, c'est autre communiqué, la Direction générale d'électricité de Guinée EDG informe son aimable clientèle de Kaloum, Dixine et Ratouma que dans le cadre des travaux de finalisation de construction des lignes de transport du projet Kaleta, la fourniture de l'électricité sera perturbée le samedi 14 février 2015 de 8h à 16h. Cette perturbation affectera plus spécifiquement suivante: Kansamori, Sanfil, Teminetaï, Mankepa, Kouleondi, Boulbiné, Koronti, Port Autonome, Sandevalia, Almamia, Tombo, Palais du Peuple, Place des Martyrs, Landrea, Dixine, Bellevue, RTG Koloma, Kaporo et Kakimbo. La direction générale de l'EDG s'excuse pour ce désagrément et se compte sur la compréhension habituelle de tous. Qu'on a créé le 13 février 2015 la cellule de communication. Enfin, politique, les militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel de la commune de Matam réaffirment leur engagement au projet de société. Le chef de l'État et les membres du parti présidentiel de cette commune expliquent aux populations les projets déjà réalisés par le professeur Alpha Condé. Ibrahima Souri Blaki Touré. Depuis l'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir, des projets ont été réalisés dans les domaines de la construction des bâtiments. Ces différentes réalisations ont changé l'image de plusieurs endroits de la Guinée. On ne peut pas passer sous silence la réalisation du projet hydroélectrique de Kaleta. Cette rencontre d'échange entre les élus locaux de Matam et les populations vise à mobiliser les militants du RPG Arc-en-Ciel à la base afin d'obtenir des résultats satisfaisants au compte des prochaines élections électorales. Nos objectifs seront de mener toutes les stratégies pour que son Excellence professeur Alpha Condé bénéficie de la confiance de tout le peuple de Guinée en 2015, en tenant compte de toutes les activités de développement socio-économique menées en faveur des populations guinéennes. C'est tout pour les infos, mais avant de nous quitter, le rappel des titres.
Le numéro 1 de plan international poursuit sa mission de travail en Guinée. Michael Chapman apporte son expertise dans la lutte contre le virus Ebola en Guinée. Et puis la promotion du Moringa est sur la bonne voie. Prema et l'ONIFAM viennent de mettre au point un tunnel de séchoir solaire dans les îles Cristau. Enfin, la poste guinéenne se modernise. La preuve, cette première boutique multiservice qui vient d'ouvrir ses portes ici même à Conakry. C'était tout pour ce soir.